Bien, écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue là, pour cette 33e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème porte cette année sur la marche. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment ravis d'accueillir Sylvain Tesson, qui, en plusieurs ouvrages, a montré toute sa capacité à arpenter les chemins noirs ou à traverser les Alpes. Et cette année, il nous a offert une symphonie en blanc majeur avec cet ouvrage remarquable qu'il publie chez Gallimard, où il raconte où il retrace cette traversée avec son ami le guide Daniel Dulac et avec un ami de rencontre qui a pris le convoi en marche, si l'on peut dire. Et on pourra discuter pendant quelques temps pour savoir quelles sont les distinctions qu'il peut y avoir entre la marche, qui est un exercice solitaire, et puis la randonnée, qui s'exerce souvent, qui se pratique souvent à plusieurs, voire en cordée. Alors vraiment, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là parce que, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'un des meilleurs stylistes de la littérature française contemporaine. Je pense que vos livres se lisent vraiment comme des partitions de musique avec vraiment un style tout à fait particulier, tout à fait musical et également toujours des références poétiques, philosophiques, en tout cas qui nous apprennent toujours à nous replonger dans d'autres textes plus anciens. En tout cas, je voudrais vous remercier de votre présence. Rappeler que vous avez eu le prix Renaudot il y a quelques années pour la Panthère des Neiges, et puis que plus récemment, on a porté à l'écran l'un de vos livres remarquables sur les chemins noirs. Voilà, écoutez, je vous passe la parole. Donc, cette traversée des Alpes que vous avez faite, cette symphonie en blanc dont je parlais, est vraiment un exercice de style qui renvoie à un grand espace de liberté. Oui, alors, je crois que ça marche. D'abord, permettez-moi, je vais répondre à votre... je ne sais pas si c'est une question ou une invitation à évoquer le rapport qu'il y a entre la liberté et ce que vous appelez un exercice sanitaire. J'aime beaucoup votre expression. Je reconnais le médecin qui parle de la marche comme un exercice sanitaire. Mais avant de me livrer à quelques considérations sur les rapports qu'il y a entre la marche et la liberté, je voudrais, Monsieur Morisseau, d'abord vous dire deux choses. D'abord mes remerciements et ensuite mes excuses. Mes remerciements parce que ça fait longtemps que vous m'invitez au Salon du Livre de Passy et ça fait longtemps que non pas que je me dérobe, ni que je vous fasse faux bond, mais ça fait longtemps que je vous dis que c'est impossible pour moi parce qu'à chaque fois, je suis au Kamchatka ou au Machu Picchu. En réalité, je suis à Angoulême, mais je veux que ça sonne mieux, si vous voulez. Alors, j'invente des destinations fort exotiques et pittoresques pour justifier de mes incapacités de me rendre au Salon du Livre de Passy. Et puis, je dois dire que, pardon, n'écoutez pas parce que je vais vous faire des compliments, mais j'ai toujours apprécié en vous quelque chose que malheureusement le fils de médecin que je suis, puisque feu ma mère était une rhumatologue qui avait fondé un grand journal de médecine qui s'appelait Le Quotidien du médecin, et ma mère appartenait à une génération plus âgée que vous, mais à une génération de médecins qui ne s'était pas complètement soumise à la seule technicité de sa discipline. C'est-à-dire, je veux parler là des médecins qui étaient encore des humanistes, des lettrés, des hommes et des femmes qui aimaient autant les arts et les lettres que leur propre discipline. Et malheureusement, ça n'incombe pas à la seule catégorie des médecins, mais à l'ensemble de la société, la technicisation du monde, la grande machination qui fait que nous nous soumettons à tous les appareillages techniques qui nous environnent, a conduit beaucoup de médecins à couper avec leur part artistique ou littéraire ou poétique. Enfin voilà, je referme cette parenthèse et je vous renouvelle mes remerciements. Mes excuses ensuite, parce que je crois que vous me l'aviez dit d'ailleurs, mais j'avais complètement confondu. Je me suis emmêlé dans moi-même comme d'habitude. Je croyais que notre petite conversation aurait lieu à 16 h, alors qu'en vérité, vous m'aviez dit 14 h. Vous ne vous étiez pas trompé. C'est ça qui distingue celui qui a fait 12 ans d'études et celui qui s'est contenté d'être un cancre.
Alors maintenant, je vais répondre à votre proposition, à votre invitation d'essayer d'architecturer une passerelle, un lien, un point commun, si tant est qu'il exista, entre la liberté et la marche. Je crois qu'en fait, la réponse est dans votre question et qu'il suffirait de dire oui, il y a évidemment dans la marche une sorte d'instrument, d'outillage pour aller chercher des libertés qui nous sont de plus en plus ravis lorsque nous restons dans les villes. Ça me semble tout à fait évident. Alors, moi, je l'ai compris assez vite. Quand j'avais 20 ans, je suis parti autour du monde à bicyclette. Puis, ce genre de voyages sont devenus des voyages à pied. Puis, j'ai découvert l'escalade et je me suis aperçu dans tous les cas, que ce soit en bateau, à cheval, à bord des motocyclettes, en train de marcher dans les steppes, de faire des traversées continentales ou de petits raids, je me suis aperçu qu'il y avait, oui, bien sûr, un lien parfait entre le mouvement et l'accès et le territoire de la liberté. Alors, maintenant, je peux très rapidement essayer d'expliquer pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on reste toujours dans le domaine du vaseux et de l'abstrait. Pourquoi est-ce que la marche vous permet d'acquérir la liberté, ou du moins le sentiment de l'avoir reconquise? Parce que d'abord, la marche procède, et tous les alpinistes le savent, et tous les randonneurs le savent, d'une fragmentation des ambitions. C'est-à-dire que le marcheur qui décide de traverser la Mongolie à la seule force de ses muscles, ou de grimper la face nord des Grandes Jorasses, ne pense pas au sommet, il n'est pas attiré par l'accomplissement final de son excursion. Il fragmente d'abord ses souhaits et ses envies. Le bloc, le bivouac du soir, le prochain éperon, l'épaule suivante, peut-être l'arête sommitale, peut-être ensuite le dernier relais, et puis un jour, tout à coup, le sommet. Alors moi, j'ai trouvé que cette fragmentation des ambitions permettait de donner un contour à ses motifs, à ses vœux, à ses souhaits, et qui permettait de ne pas tomber dans une sorte de frustration permanente. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la marche, pourquoi la marche vous plonge-t-elle dans un état de sentiment de liberté? Parce que lorsque l'on marche, on met son esprit à disposition parfaite de son être. C'est-à-dire que comme le corps est occupé, puisqu'il doit accomplir ses 30 km ou ses 40 km de moisson quotidienne, eh bien l'esprit peut méditer, peut-être divaguer, mais peut méditer, peut réfléchir, peut observer. Les sens peuvent se mettre parfaitement aux aguets. Il y a comme ça une sorte de mise à disposition de l'esprit que je ne remarque jamais lorsque je suis en ville, soumis aux impératifs de répondre aux injonctions perpétuelles. Alors ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième, puis j'en terminerai là, la troisième raison pour laquelle la marche me semble être un accès, une sorte de clé qui pousse la serrure de la porte de la liberté, c'est qu'il y a, selon moi, un principe que j'appellerais le principe thermodynamique. Tous ceux qui ont étudié la thermodynamique ici savent très bien ce que je veux dire. C'est le premier principe de thermodynamique qui dit que lorsque l'on frotte deux corps, il se crée un échauffement. Eh bien, la marche, par un principe de mise en effort du corps, fait monter en soi des pensées. Et vous savez très bien, parce que tout le monde qui est ici a fait des randonnées, marche, aime pratiquer la marche en montagne, tout le monde sait très bien que les pensées ne sont pas de la même qualité selon qu'elles jaillissent à l'occasion d'un défilement des kilomètres ou selon qu'elles soient péniblement élaborées dans le cadre très formel d'un bureau d'écriture. Alors pour toutes ces raisons-là, parce que c'est modeste, parce que c'est en même temps ambitieux, mais avec des ambitions accessibles, parce que ça vous permet de mettre aux aguets vos sens et à disposition votre esprit, et parce que ça encourage votre inspiration, eh bien la marche, oui, me plonge, moi, dans un sentiment de liberté. On a l'impression que la marche et la littérature marchée devient aujourd'hui un genre littéraire. Il y a plusieurs auteurs et de grands auteurs qui ont publié des ouvrages inspirés par la marche.
Je pense à Antoine Debac, à François Garde, à Gérard Guerrier, qui est le président d'honneur de ce salon. On a l'impression que c'est vraiment un genre littéraire qui inspire et qui donne beaucoup de plaisir aux lecteurs. Il y a une véritable recherche parce que c'est à la fois une découverte de paysages insolites et aussi une explication du monde et une explication aussi du ressenti de ces auteurs. Alors, sur la question de la chronologie, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je n'ai pas tellement fait d'études littéraires qui me permettraient de dire que c'est un genre nouveau. Je me souviens quand même que, ne serait-ce que Marcel Proust, dans le premier volume de La Recherche du temps perdu, fait un très beau récit de promenade. Pourtant, on n'attend pas de Proust qu'il soit le parangon de la littérature de randonnée. Eh bien, souvenez-vous que de la promenade de Combray à Méséglise, du côté de Méséglise, avec cette traversée de la forêt, lorsque tout à coup il est pris par la pluie, et qu'il y a 30 pages sur l'odeur du tilleul qui dégouline sous l'averse. Voilà un récit de voyage, finalement, d'une certaine manière. Non, mais je pense aussi à Rousseau, finalement, pas très loin d'ici. Les voyages de Chambéry à Annecy et d'Annecy à Genève à pied, dans les Confessions, laissent penser que très vite, la littérature a compris qu'il y avait une noce possible entre l'art poétique et le récit de la randonnée physique. Je ne suis pas sûr que ce soit nouveau. Ce qui est peut-être nouveau, c'est l'attente que le public, soumis à la vie urbaine, épuisante, laborieuse, peut-être attend de ces échappées. C'est possible. Je ne sais pas s'il y a un genre. Je pense qu'il y a en tout cas un appétit, probablement, qui est en train de naître. Vous parlez du sentiment et de la lecture du monde que la marche permet. Je crois que la marche possède aussi, la randonnée aventureuse possède aussi une fonction de critique vivante de la société moderne. Qu'est-ce que c'est que la société moderne? Pour aller vite, c'est une société qui demande à l'être humain de se soumettre aux grands impératifs techniques. La mesure du temps, la mesure de l'espace, la rapidité d'intervention et d'action, le principe d'efficacité, la soumission à tout l'appareillage de machines techniques qui nous a aujourd'hui environnés et qui fait que du matin où nous nous réveillons jusqu'au soir où nous dormons, nous allons faire fonctionner des centaines de machines, nous ne nous rendons même plus compte. Nous allons accomplir des centaines de gestes qui font de nous des serviteurs d'une espèce d'énorme appareillage, la Moloch technique qui va de la cafetière électrique jusqu'au programme informatique qui va décider de l'heure à laquelle nous allons nous coucher. Pour toutes ces raisons-là, nous sommes aujourd'hui devenus les valets d'une immense machine qui s'appelle la matrice technologique de nos sociétés. Et voilà tout à coup que nous avons une activité extrêmement archaïque qui consiste à mettre un pied devant l'autre, comme on faisait il y a 200 000 ans, sans que ça ait changé. Il y a simplement eu quelques innovations d'accessoires. Disons que par rapport à Otzi, le chasseur-cueilleur autrichien qui a été retrouvé dans le massif de Lotzal, à l'ouest du Tyrol, il y a une trentaine d'années, par une équipe d'alpinistes qui marchait sur un glacier et qui était un chasseur-cueilleur du néolithique de 5000 avant notre temps présent. Entre ce Otzi marcheur, il y a 5000 ans, et nous, il n'y a aucune différence dans l'exercice sanitaire, comme vous l'appeliez. Il n'y a aucune différence. Simplement, il y a eu aujourd'hui, on a une semelle de crêpe au lieu d'avoir une semelle de paille tressée avec du rotin. Mais c'est la même chose. Donc voilà une pratique extrêmement archaïque qui vient nous émerveiller alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde extrêmement soumis à une technique de plus en plus sophistiquée. Alors voilà, tout ça m'intéresse beaucoup et c'est pour cela que je dis que la marche à pied, la randonnée a une fonction critique. Nous échappons de la matrice, nous échappons au dispositif en partant sur les chemins et nous renouons avec cette chose tellement archaïque qui est de marcher et de sacrifier à notre nature de bipède. Cela nous renvoie à Giono, qui nous recommandait de marcher dès lors qu'on n'arrivait pas à penser, que l'on pensait trop ou que l'on pensait mal. Et Giono était très
critique, très perplexe face à la société moderne et face à la société de consommation. Et peut-être qu'il prônait le retour à l'équilibre, justement, dans l'intimité de la nature et dans la pratique de la marche et des plaisirs simples. Oui, bien sûr. Enfin, je pense au Chant du Monde, quand vous êtes en train d'évoquer ces pages de Giono, ou à Reguin, ou à Un de Beaumugne, enfin, tous ces extraordinaires évocations de la Provence, de la montagne, mais de la montagne provençale, la montagne harassée de soleil, où le soleil vient frapper des cailloux sans qu'il y ait tellement l'interface de la végétation entre le sol à nu et le ciel en fournaise, et avec ces pages superbes sur tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire le renouement des noces de la vérité de l'homme avec la vérité du sol. Voilà, c'est-à-dire la marche, c'est le droit du sol. Et faites-vous une distinction entre la marche et la randonnée? La marche étant, je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir ou une activité en tout cas solitaire. La randonnée étant une activité qui nécessite peut-être le développement de davantage d'efforts et une pratique qui ne se fait pas nécessairement seule, mais plutôt en groupe. Cela doit stimuler la pensée et l'imagination d'une façon différente. Or, vous avez pratiqué les deux, sur les chemins noirs d'une part, sur la traversée des Alpes d'autre part, et puis vous avez aussi vécu l'expérience de la forêt et de l'intimité des arbres et d'un environnement tout à fait particulier qui pouvait vous entourer. C'est-à-dire, je crois que le mot randonnée, c'est le nom que la société de marché, et non pas de marche, mais que la société de marché donne à l'activité de la marche. La marche, c'est cette vieille mise en mouvement de l'être humain. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui le caractérise, puisque c'est par la marche sur deux pattes que nous nous définissons comme des êtres humains et que nous avons pu libérer notre néocortex afin qu'il grossisse et qu'il nous permette de prendre le contrôle de la Terre. Et la randonnée, c'est le nom que, finalement, la société de la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire que le marché donne à cette simple activité tout à fait naturelle. Maintenant, là où je vous suis du verbe suivre davantage, c'est sur la distinction que vous faites entre la marche solitaire et la marche en groupe. Pour moi, le groupe devient pressant, surpeuplé, lorsqu'il dépasse deux. C'est pour cela d'ailleurs que la relation humaine fondée par l'alpinisme sur le principe de la cordée me satisfait beaucoup dans l'ordre des sciences morales et politiques consistant à penser la relation humaine. Je trouve que les alpinistes ont inventé quelque chose, car on est chacun crucial l'un à l'autre, chacun tient dans ses mains la vie de l'autre, pas toujours pour des raisons très nobles, car chacun sait que celui qu'il est en train d'assurer l'assurera à son tour. Donc il ne faut pas que les alpinistes viennent se présenter à la tribune comme de grands altruistes. Ce sont en général des gens qui essayent de prendre soin de celui qui plus tard s'occupera de tenir la corde pour eux. Mais c'est une relation qui est très vivable parce qu'on est encordé, mais on est loin. Il y a 50 mètres de distance, une longueur de corde. Et les relations sont très fortes, très puissantes, mais très épisodiques. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les cordées tiennent très longtemps. Alors ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, j'étais, vous avez raison, un grand partisan des marches solitaires. Lorsque j'ai traversé le désert de Gobi pendant 45 jours, à pied, à cheval, ou bien lorsque j'ai traversé la Sibérie à pied, c'était des longues descentes au fond de moi-même et j'avais l'impression que ce que vous avez appelé tout à l'heure la considération du monde par l'exercice de la marche était d'autant plus profitable et bénéfique qu'il était accompli seul parce que comme on est face à une espèce d'immense vide existentiel empli par sa solitude qui au bout d'un moment devient effrayante, mais il faut bien la remplir. Alors on la remplit d'une conversation, on la remplit d'une pensée, d'une conversation avec soi-même, d'une pensée sur soi-même ou sur le monde. Et la solitude est un encouragement à produire
cette cascade de pensées qui essaye à un moment de calmer votre angoisse existentielle liée à la solitude. Et puis après, vous avez raison, j'ai connu à un moment cette traversée des Alpes que j'ai effectuée pendant 4 ans à raison de 3 semaines ou 1 mois par an avec 2 camarades. Donc nous étions 3. C'était une sorte de tentative d'appliquer à la randonnée sportive le principe de la Trinité. Enfin, on était beaucoup moins sains. Et puis, il n'y en avait pas un qui se prenait pour le Père, ni un autre pour le Saint-Esprit, ni un troisième pour le Fils. Mais enfin, on était 3. Et 3, c'est pas mal. Il y a un ordre. On le sait d'ailleurs. C'est l'ordre trilogique, l'ordre triptyque. C'est un ordre qui a traversé toutes les relations humaines, toutes les constructions théologiques et tous les principes architecturaux. C'est pas mal, 3. Le trépied expérimental d'Auguste Comte, ça tient à 3. On peut construire une bonne relation à 3, surtout dans la montagne, où il faut qu'il y en ait, que des décisions soient prises très rapidement et qu'elles empruntent à la fois un peu à la réflexion, un peu à l'instinct. Et puis, moi, en général, j'étais le public qui assistait au débat de la raison contre l'instinct, la raison étant incarnée par mon camarade Philippe Rémoville, qui était le 3e larron. L'instinct, c'était le guide de haute montagne Daniel Dulac. Et puis moi, je regardais et je ne savais pas très bien quel allait être le résultat de la décision parce que j'étais le moins compétent des 3. Mais en général, c'était la décision ressortait de la très juste, enfin, de l'élaboration d'un juste milieu entre ce qui appartenait à la raison et ce qui appartenait à l'impulsion. Et alors, dans ces prises de décision qui peuvent être parfois prises en situation extrême, on le voit très bien à certaines étapes de votre traversée, à certains moments, donc une décision devait être prise. Est-ce qu'elle faisait l'objet d'un consensus ou est-ce que c'était la décision de celui qui assumait la responsabilité du groupe? Est-ce qu'il y avait une décision partagée? Est-ce qu'il y avait des affrontements, des divergences d'opinion? Non, le principe collaboratif auquel vous faites référence n'existe pas tellement dans la cordée. Une cordée en montagne, ce n'est pas l'ONU. Ce n'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU avec une décision soumise au vote avec l'unanimité. Non, il n'y a pas de démocratie tellement sur une paroi. Il y a un guide de haute montagne qui incarne quand même l'autorité. Donc en général, c'est à lui que revient la décision finale. Alors parfois, comme notre camarade, l'autre larron de notre équipée, où encore une fois nous étions 3, était très compétent, parfois il y avait tout de même une discussion. Mais souvent nous nous en remettions au guide. Je crois que c'est très important en montagne, d'ailleurs tous les alpinistes le savent, qu'il y a quand même à un moment une sorte de principe de subsidiarité de la confiance. C'est-à-dire qu'on remet totalement sa vie dans les mains du guide et on lui fait confiance. Et à partir du moment où le fil de confiance est rompu, c'est mauvais pour tout le monde parce que le client doute et ce doute entrave beaucoup l'impulsion du guide. Je crois que c'est très mauvais. Et moi, j'aime beaucoup dans la cordée de montagne cette nécessité de revenir à une forme de confiance à celui qui possède l'autorité parce qu'il possède la compétence. Et à chaque foulée de cette randonnée, là, vous scandez des grands textes et le soir, vous astreignez, enfin c'est un plaisir, je pense, vous vous plongez dans la lecture de grands textes classiques ou modernes pour redonner de l'énergie à votre corps. C'est un besoin de... Oui. D'abord, je les scande en mouvement. Alors, moderne, assez peu, sauf quand ce sont des alexandrins, parce que moi, je trouve qu'il y a évidemment une forme d'évidence dans l'harmonie, dans la correspondance entre la foulée du marcheur et la métrique de l'alexandrin à 12 pieds. Je trouve que rien ne ressemble plus à la foulée d'un marcheur que les grands vers extrêmement puissants d'Aragon ou de Peggy ou de Victor Hugo dans les Contemplations. Donc j'aime réciter ces vers à 12 pieds qui ressemblent véritablement à la foulée du marcheur qui martèle l'espace. Et puis le soir, bien entendu, je lis parce que j'ai besoin de sortir de l'aspect contingent, réel et matériel de la vie organique, et puis d'un coup d'exercer un autre plan de la vie, qui est la vie de l'esprit,
Alors évidemment, le problème en voyage est qu'on ne peut pas trimballer une bibliothèque avec soi. C'est difficile d'avoir les 19 volumes de l'Encyclopædia Universalis quand on fait du ski de randonnée. Alors, comme je refuse, moi, de prendre les tablettes parce que je ne sais pas m'en servir, je suis très maladroit, je ne sais pas où il faut appuyer pour que ça s'allume, je ne peux pas prendre grand-chose. Alors, je prends un peu de poésie et je m'appuie beaucoup sur un phénomène que vous connaissez tous et qui sont les bibliothèques de refuge, même les refuges non gardés, qui étaient notre lot commun, car 80% des nuits que nous avons passées, c'était dans des cabanes ou des refuges non gardés. On a la chance de trouver sur une petite étagère quelques volumes. Et c'est toujours très disparate, puisque ce sont des volumes qui ont été garnis par les hasards des passages d'alpinistes. Alors on trouve des choses tout à fait incongrues. Des livres d'Henri Miller, je me souviens, dans le Valais suisse, ou alors les Confessions de Saint-Augustin. Même un jour, j'ai trouvé un livre de Blaise Cendrars, La main coupée, dans un refuge de la Tarentaise. On trouve comme ça des choses tout à fait disparates, mais qui fournissent un peu d'aliments le soir lorsque l'on veut sortir de l'effort et apaiser son esprit en s'arrachant à soi-même, en fait. C'est le principe de la littérature et de la lecture. Et où que l'on se trouve, il y a toujours un livre. Et François Garde, dans son livre Marché à Kerguelen, nous dit qu'un soir, alors qu'ils étaient éreintés dans une cabane battue par la pluie et les vents, ils avaient trouvé un volume de Leclésio. Voilà. Et donc, comment était-il arrivé là? Certainement par certaines opérations surnaturelles, peut-être. Ce qui est très embêtant, ce qui est très frustrant, c'est quand on tombe sur un tome 2. Vous est-il arrivé de tomber sur vos propres œuvres? Non. Ça aurait été la preuve qu'elles étaient des classiques, voilà, des classiques voyageuses. En tout cas, dans cette volonté, dans ce désir de marche, est-ce qu'il y a une volonté de s'arracher aux pesanteurs de la ville et de la vie ordinaire? Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une façon de se ressourcer et de penser autrement et de stimuler un peu à la fois son âme et son corps? Non, mais bien sûr que c'est une fuite. Il faut n'avoir aucune honte à l'affirmer. Il arrive parfois que des voyageurs rechignent un peu, soient réticents à avouer que leur motif de départ soit la fuite, mais il faut en convenir. C'est la fuite de quelque chose de très précis, d'ailleurs. C'est la fuite d'un certain sentiment de l'ordinaire de l'existence et de la volonté de la rendre plus aventureuse. Enfin, c'est le principe de l'aventure. C'est vraiment d'échapper à l'inconnu, puisque tout le principe d'une société complexe, moderne, est de réduire la part d'inconnu. Surtout depuis que la programmatique décide de nos destins. Et surtout depuis que nous délocalisons non seulement notre pensée, mais nos sens dans un appareillage numérique. Alors à ce moment-là, nous réduisons la part de l'imprévu et de l'inconnu. Et en le réduisant, nous nous octroyons évidemment un surcroît de confort, mais nous perdons en charme, en mystère et en pittoresque de l'existence. Ce que je dis là est tout à fait ordinaire et banal. Tout le monde le sent en soi, plus ou moins. Tout le monde assiste à la progressive disparition de la part d'inconnu de son existence. Nous le faisons complaisamment, en l'acceptant. Ça s'appelle la servitude volontaire, parce que nous savons que le chauffage central et le fait d'avoir des antalgiques, de ne plus souffrir et de ne plus avoir froid nous permettent de brader notre part de liberté. Mais parfois, on ne supporte pas ce sacrifice. Alors on reprend la clé des champs et on repart dans la montagne, où on sait qu'on prend des risques, on sait qu'on va souffrir, que parfois on regrettera d'être parti, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'on retrouvera en liberté ce qu'on a perdu en confort. Faut-il prendre de petits risques pour découvrir le monde et peut-être accéder à certains espaces de liberté? Ou en revanche, faut-il être prudent et s'inscrire dans un excès de prudence et d'évaluation des risques? C'est-à-dire que
Ce que vous posez là est la question à laquelle moi je ne suis pas capable de répondre, qui est la question de la différence qu'il y a entre la prudence et la précaution. Je crois que la prudence, c'est une vertu et que la précaution, c'est une entrave. Il faut être prudent, il faut réfléchir à... D'abord, il faut peser le pour et le contre, il faut savoir pourquoi on prend le risque. L'équation que je posais tout à l'heure me semble indispensable lorsque l'on part faire une aventure. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je perds si je tombe? Mais qu'est-ce que je gagne si j'essaie? Voilà la question qu'il faut poser. Puis après, il faut s'octroyer toute la compétence, l'entraînement et le matériel afin de partir avec prudence. Mais il ne faut pas vivre entravé et corseté par ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est du vocabulaire techno-administratif, le principe de précaution, qui finit par faire que quand une administration centrale et publique place le principe de précaution au sommet des objurgations qu'il exprime à la société, eh bien le pouvoir central finit par dire « restez chez vous ». C'est normal, en fait. On s'en est pris aux bureaucrates, on s'est extasié, on s'est dit « mais c'est absolument incroyable qu'on en arrive là ». Mais c'est normal. Le but d'une bureaucratie administrative dans une société sophistiquée, urbaine et développée est de dire « restez chez vous ». Il n'y avait là rien que... Vous voyez de quoi je parle de la grande pneumonie globale de 2020, lorsque tout à coup les bureaucrates se sont mis à lancer leurs imprécations sur le « restez chez vous ». C'était quelque chose qui, moi, m'a semblé extrêmement logique. C'est la logique d'une tentative de contrôle de la masse et de soumission d'une immense masse humaine à l'immobilité me semble tout à fait normale. Alors oui, je crois que la prise de risque avec la prudence au sens évidemment antique du terme, c'est-à-dire la juste considération du risque que l'on prend et de la peine que vaut le fait de le prendre. Est-ce que vous pensez que l'excès de précaution est une restriction de la liberté? Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je crois que c'est pire que ça, même. L'excès de précaution est une négation du principe de la vie. Puisque, je ne sais pas, le médecin que vous êtes, qui a étudié la biologie... Que j'étais. Comment? Que j'étais. Oui, mais on l'est toujours, non? Oui. Je ne sais pas, il y a une pensée médicale. Vous n'exercez peut-être, vous avez décroché la plaque, mais vous n'avez pas décroché la nature qui est en vous. Eh bien, il me semble, moi, je n'ai pas, comme vous, étudié la grande aventure biologique de la vie, mais la grande aventure biologique repose sur un principe de risque, avec une sélection d'ailleurs. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Mais il y a un moment, il y a quand même un être qui est sorti. Il y a eu le miracle amphibie, je ne sais pas combien de milliards d'années. Bien, heureusement qu'il n'y avait pas de précaution quand il a fallu à un moment que l'amibe cesse la scissiparité, et lorsque tout à coup une bête est sortie du varech primordial pour aller respirer l'air, et que ça a été le miracle amphibie, heureusement qu'il n'y avait pas le principe de précaution. Là, je suis en train de dire de manière un peu acrobatique et incongrue, mais des choses que vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire que le principe de précaution est évidemment une entrave à la prise de risque, qui est le synonyme de la vie, quoi. Rien dans le monde, en termes d'invention, de découverte, de bonheur artistique, de bonheur de vie, et même de bonheur de rencontre entre deux êtres, tout procède d'un risque. On a toujours intérêt à rester chez soi si on veut vivre une vie de méduse. La méduse reste chez elle, et puis d'ailleurs elle dure longtemps, et puis elle flotte. Mais c'est ce que veut le bureaucrate, et il a raison, c'est son rôle. Mais notre rôle est de ne pas vouloir obéir au bureaucrate. Et votre vie est un voyage. Et dans tous les pays et dans toutes les aventures que vous avez connues, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Est-ce que c'est la sécheresse des hauts plateaux désertiques, ou est-ce que ce sont les neiges des hauts lieux que vous avez traversés à ski? Est-ce que ce sont les pierriers des chemins noirs? Quels sont les paysages qui vous ont le plus marqué et qui vous ont le plus inspiré? Mais écoutez, là, votre question me plaît beaucoup parce que c'est une question sur l'esthétique du monde. Et moi, je crois que c'est finalement la question qu'on doit se poser au terme d'une vie de voyageur. Enfin, non pas que j'espère que je sois arrivé à son terme, mais
Je crois que c'est une question très importante. De quel paysage procédais-je? Quel est le paysage qui me correspond? Je crois que nous sommes tous les enfants d'un paysage. Et j'en ai découvert un il y a peu de temps. J'étais avec mademoiselle Van Hofflen, qui est ici d'ailleurs présente dans la salle, dans les Dolomites. Dans les Dolomites que je ne connaissais pas ou que je connaissais très mal et où je suis resté un peu plus longtemps. Et j'ai vu là un paysage, moi, qui me plaît beaucoup, qui me correspond beaucoup parce qu'il y a un contraste. Et moi, j'aime beaucoup dans toute chose dans la vie, dans les considérations intellectuelles comme dans mes émotions esthétiques, j'aime beaucoup ce qui procède des dialectiques très tranchées, c'est-à-dire les tensions entre les contraires. Et dans les Dolomites que vous connaissez, on est en permanence confronté à cette coexistence très brutale entre un monde stérile, dur, hostile, nu et minéral, qui est posé sans aucune transition, sans qu'il y ait aucune zone de tampon, qui est posé sur des alpages extrêmement riants, bucoliques et primes-sautiers. C'est donc le voisinage absolu, la tension de deux contraires. Un paysage quasi lunaire et puis un alpage pour les Haïdis faisant des bouquets d'Edelweiss. Et ce paysage-là ce paysage-là correspond à mon émotion artistique parce qu'il dit quelque chose à ma raison intellectuelle et que moi j'aime le conseil de Barès. Il faut sentir le plus possible, mais il faut aussi analyser le plus possible. Je n'oppose pas les deux. Et les Dolomites me permettent de ne pas opposer le cœur et la raison. Et l'un et l'autre stimulent ou assouvissent vos rêves de pureté? Ou bien alors est-ce que la neige lave un peu l'esprit pour justement permettre de s'ouvrir vers un idéal de pureté, alors que le rocher, la sécheresse pourrait éventuellement avoir un effet plus stérilisant? Non, mais la neige, ça a d'ailleurs été pendant un moment l'objet de ce livre que j'ai écrit à propos de ma traversée des Alpes avec Daniel Dulac. La neige, pour moi, correspond à quelque chose de très précis. La neige, enfin, ce que je dis là est d'une banalité confondante, mais la neige est une forme d'annulation du paysage et des formes, puisque la neige est un manteau provisoire, fugace, qui va uniformiser évidemment le paysage, adoucir les tranchants et créer une sorte de paysage qui tient davantage au rêve qu'à sa représentation formelle. Pour cela, la neige est quelque chose de tout à fait spirituel. C'est un paysage de l'âme. Et c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est que la traversée des Alpes à ski de randonnée crée une triple alchimie en soi. Elle dilate l'espace, puisque le paysage n'a plus de forme ni de contour. Elle agrandit le temps, elle le fait même disparaître, et elle fait oublier l'ego qui nous sommes. C'est donc une entreprise, le voyage dans la neige est une entreprise de dissolution absolue de l'espace, du temps et de l'être. Et c'est pour ça que j'ai tellement aimé ces grandes randonnées à ski de Pot de Phoque dans la neige, parce qu'il me semblait être en train de traverser un rêve. Et quels sont les décors auxquels vous avez été le plus sensible? Les grands glaciers du centre du Tyrol, avant le Brenner, les montagnes du Queyras, entre la région de Ristolas et de Aiguille, à cause du caractère calcaire des formes du relief, qui ouvrageait un peu mieux les dentelles des arêtes que sur certaines autres régions de gneiss ou de granit, où le paysage ressemblait davantage à une chantilly extrêmement douce. Enfin, les images comme ça défilent, c'est une sorte de lente progression dans le passage en revue des formes de la beauté la plus pure. Tous les randonneurs à ski connaissent ce sentiment que je suis en train d'évoquer là. Mais je crois que les grandes masses glaciaires, ces espèces d'étoiles de grande
plages compactes, glaciaires du centre du Tyrol m'ont beaucoup impressionné. En tout cas, Non, pardon, excuse-moi. Puis il y a un paysage que je mets au-dessus de tout, c'est l'arrivée. Mais peut-être parce que c'était des paysages qui étaient alourdis des références poétiques, philosophiques et littéraires qu'on plaçait en eux. Encore une fois, il faut beaucoup sentir, mais il faut beaucoup analyser. Et c'était la descente sur le lac de Silverplana, dans la région de Langadine, dans l'arrivée à Sils Maria, que vous connaissez, cette petite station entre la frontière de l'Autriche et de la Suisse, pas très loin d'ailleurs des trois frontières Italie, Autriche, Suisse, où Nietzsche a eu la révélation des premières pages du Zarathustra. Donc c'est une région de grand chagrin, de grand génie et de grande beauté, à la fois douce et puissante, ce qui est la définition de la force, quoi. Vos textes sont émaillés de citations, je le disais tout à l'heure. Est-ce que ce sont les références aux textes qui vous poussent à voyager dans telle ou telle région, ou est-ce que, confronté au paysage de tel pays ou de telle montagne, les références littéraires vous reviennent en mémoire? Dans quel sens est-ce que cela se produit? Moi, je voyage avec ma cargaison dans ma mémoire, en fait. Alors, j'aime beaucoup. Je trouve que cela rajoute au plaisir de l'existence que de s'apercevoir qu'une situation que l'on vit vous rappelle un passage d'un livre. Enfin, j'imagine que vous procédez selon le même principe, c'est-à-dire qu'on circule dans l'existence, on est de témoin d'une situation qui vous rappelle le passage d'un chapitre d'un roman. On voit un visage qui vous rappelle un personnage que vous venez de quitter dans les pages d'un livre, et tout à coup, vous entendez une conversation et qui est la copie exacte de ce que vous venez de rencontrer dans les pages d'un roman. Alors, c'est à la fois extrêmement stimulant parce que c'est une sorte d'effet rebond, d'écho de ce que vous venez de lire dans votre vie réelle, et puis en même temps, c'est un exercice qui est dangereux parce que c'est la preuve qu'au fond, l'humanité ne se renouvelle pas beaucoup. Finalement, tout ce que nous vivons dans le cadre de nos existences, si on a beaucoup lu, on s'aperçoit que tout était déjà vécu. On l'a lu, quoi. On l'a lu quelque part. Au lieu de dire, tiens, j'ai déjà vu ça quelque part, on devrait se dire, tiens, j'ai déjà lu ça quelque part. Mais moi, c'est quand même un plaisir, parce que c'est une sorte de conversation que je mène entre ce que j'ai lu et ce que je vis. Et puis maintenant, vous êtes devenu le héros d'un roman, puisque Ludovic Escande, dans son dernier texte, dans son dernier roman, Vers les hauteurs, met en scène deux personnages qui sont des stégophiles, c'est-à-dire qu'ils ont le besoin, le désir irrépressible de grimper sur les toits de Paris. Et l'un des personnages vous ressemble étrangement, non? Oui, alors Ludovic Escande a écrit une année qu'on a passée rue du Dragon. On était voisins à Paris, dans le 6e arrondissement, et moi je l'emmenais grimper toutes les nuits sur les parois haussmanniennes ou sur les toits. Le mot de stégophile n'est pas de moi, c'est un néologisme qui a été forgé par Sylvain Jouty, que vous connaissez, qui a écrit un dictionnaire de l'alpinisme. Je crois que maintenant il habite dans les baronnies et il fait de l'escalade encore dans les rochers de Saint-Julien. Et on le salue si jamais il regarde la vidéo. Et Sylvain Jouty avait dirigé, je crois, Alpirando, Montagne Magazine peut-être. Et les éditions Houellebecq. C'est ça. Et alors, c'est à lui que j'ai emprunté ce néologisme que j'ai trouvé très bien imaginé de stégophile. Stégo, la couverture, ce qui recouvre, ce qui blinde, et puis la philie, l'amour de la chose. Alors, l'amour des toitures, quoi. C'est ça la stégophilie. On est de nombreux Parisiens qui n'avons pas eu la chance de naître au pied des parois de granit ou de calcaire, à grimper sur ce qu'on peut. On grimpe toujours sur ce qu'on peut. On grimpe sur ce qu'on a sous la main. Nous, ce qu'on a sous la main, c'est des toits. J'avais même emmené une fois une très chère amie qui a malheureusement disparu, qui s'appelait Chantal Mauduit, qui était de la vallée et qui s'est tuée en 1996 sur les pentes du Dhaulagiri au Népal. Et de temps en temps, elle venait à Paris. Et pour moi, c'était incroyable de l'emmener. Vous imaginez, c'était comme si je relisais La copine de Marcel Proust, quoi. Alors, je l'emmenais grimper sur les toits, à Notre-Dame, à la Tour Eiffel.
J'avais eu la chance de faire cela avec elle. Et c'était un exercice qui est très pratiqué à Paris. Notre-Dame, la Tour Eiffel, toutes les églises gothiques. Puis après, moi, j'ai fait ça un peu industriellement. Toutes les églises gothiques du nord de la Loire, puis du nord de l'Europe, puis d'Allemagne, de Belgique, de Hollande. Et c'était une pratique très agréable parce que finalement, c'est la même chose. On grimpe une flèche, un pilastre, un clocheton. Après tout, c'est le même vocabulaire dans le guide Vallot et dans les journaux de Viollet-le-Duc. Oui, et puis cela correspond à la volonté d'ouvrir la voie d'une libération et de se desserrer des contraintes administratives qui pèsent sur la vie parisienne. Il faut aussi imaginer ce que ça peut représenter de vivre dans l'air vicié des rues d'une grande ville. C'est une manière d'aller à l'église. Voilà. Ou d'aller saucissonner à minuit au-dessus du siège des éditions de minuit. En tout cas, je voudrais vous remercier de votre présence. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Sylvain Tesson avant que l'on parte en Mongolie avec Marc Callot? Voilà. En tout cas, vraiment, je voudrais vous remercier très chaleureusement d'être passé à Passy. Et puis, vraiment, nous avons passé un bon moment ensemble. Et puis, nous passons toujours des heures vraiment très réconfortantes à lire vos ouvrages. Et ce qui est vraiment très, très rassurant, c'est de voir combien les mots que vous utilisez glissent sur des lignes de poudreuse, véritablement. Et donc, c'est important d'avoir des auteurs qui savent mettre en musique des récits joyeux d'aventures insolites. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain. Et puis, je vous souhaite un bon séjour dans la région. Merci beaucoup.